très, très émue et très heureuse de présenter Alain, qui pour moi est d'abord un ami, évidemment, de longue date des EI. Et je l'ai connu donc, il y a très, très longtemps. Et, je pense que pour moi, Alain, quand on a parlé de Rav Sachs, d'abord, je me rappelle très bien que il y a quelque temps, on discutait avec Alain et je lui avais parlé de la découverte que j'avais faite de Rav Sachs et il m'avait expliqué que pendant toute la période du Corona, il avait réussi à à organiser un cours avec ses voisins de palier pendant tous les Shabbats. Donc, son intérêt pour Rav Sachs était déjà très vivant. Et en fait, pour moi, c'est à peu près l'image que je pourrais avoir de Rav Sachs que je n'ai pas connue me rapproche énormément de l'image que je connais de Alain, parce que Alain est quelqu'un qui aussi a eu beaucoup de responsabilités, que ce soit aux EI, que ce soit dans les équipes nationales, le groupe local de Neuilly. Aussi, il nous a porté par lui-même, par ses cours, à une certaine époque, pour ceux qui ont connu peut-être dans les années 80, une année où notre commissaire général avait lancé le projet d'étudier pour agir. Notre groupe local de Neuilly s'était retrouvé toutes les semaines à étudier avec comme professeur Alain. Et c'est ce chilouf, ce mélange de cet engagement communautaire, de cette étude et de sa vie civile, de ses responsabilités dans la vie civile, puisqu'aujourd'hui il est dirigeant dans une grande entreprise internationale, fait que pour moi, la personnalité d'Alain est tout à fait dans l'esprit de ce que je pourrais imaginer de la personnalité de Rav Sachs, encore une fois, que moi je ne connais pas personnellement, mais à force de lire et d'entendre même ce qui a été dit, que ce soit par le prince Charles ou par le Premier ministre anglais, on finit par un peu imaginer la personnalité qu'il était. Donc, je laisse la parole à Alain. Si j'ai oublié des choses, il vous en dira plus. Et merci beaucoup. Et j'espère qu'on arrivera à tous se retrouver toutes les semaines, comme l'a dit Judith. Et donc, surtout, ne quittez pas après le cours, restez bien, ne partez pas tout de suite. À toi, Alain. Merci, Karine, pour ces mots beaucoup trop forts et qui dépassent largement la réalité. Mais merci et bravo, et merci à Judith. Merci pour l'invitation, mais surtout bravo pour l'initiative, parce que quand on s'est parlé il y a peu de temps, tu m'as expliqué la démarche que tu avais et en fait, je ne l'avais jamais exprimé comme ça dans ma tête, mais je pense que tu as 100% raison. L'enseignement du Rav Sachs, moi, ça fait un certain nombre d'années, je n'ai pas commencé avec le confinement, mais ça fait un certain nombre d'années que j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir et après ça l'étudier assez régulièrement. Et je suis complètement d'accord avec toi, Judith, que son enseignement doit être beaucoup, beaucoup plus connu. Malheureusement, c'est à son décès qu'il est devenu un peu qu'il a acquis une notoriété internationale très forte. Elle était grandissante dans les dernières années, mais il est vrai, moi, à mes yeux, mais on a tous peut-être déjà eu un contact ou un autre avec son enseignement. Moi, ce qui fait la force de son enseignement, alors tout le monde sait qu'il a été grand rabbin d'Angleterre, puis qu'il a beaucoup publié dans le monde juif comme dans le monde non juif, qu'il a été le conseiller de très grands personnages. Moi, les trois caractéristiques que je vois dans l'enseignement du Rav Sachs, qui me dit que je ne crois même pas qu'aujourd'hui, dans le judaïsme français, il y ait une voix comme celle-là, et ça manque. C'est d'abord que c'est un Rav de judaïsme orthodoxe, mais nourri d'une culture universelle. Il a même fait des études en fait, universitaires avant même de faire des études rabbiniques, et tout son enseignement est nourri de références et de connaissances universelles. Que sa manière d'étudier, et aujourd'hui, ça sera peut-être une illustration, j'espère que j'arriverai à vous faire sentir ça, que sa manière d'étudier la Torah est à la fois extrêmement précise, c'est-à-dire qu'il va dans le texte sur des mots, sur des anomalies, sur des détails précis du texte qui doivent être expliqués, mais la plupart de ses enseignements amènent toujours à une thématique générale, à une sorte d'idée transverse qui, en quelque sorte, nous permet de comprendre une forme de contribution de la Torah à la civilisation. Il parle au monde, enraciné dans le texte de la Torah et dans les quatre coudées de la Halakha, mais avec une voix beaucoup plus large,
à la fois dans la compréhension thématique de ce que la Torah nous enseigne, mais aussi dans ce qu'elle permet d'enseigner aux nations. Et par conséquent, pour moi, c'est vraiment une voie qui est très précieuse. Il n'y en a pas tellement de nos jours. Il y a peut-être 30, 40, 50 ans, le judaïsme français avait un certain nombre de personnes qui avaient cette stature-là. Il y a des gens de talent aujourd'hui aussi, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens de cette stature-là. Donc pour moi, j'ai énormément nourri mon étude dans les dernières années avec ce qu'il a fait. Donc, mais je fais l'hypothèse, parce que ne sachant pas évidemment qui serait là la première fois, la proposition avec Judith, c'était qu'il y ait au moins, et c'est une initiative parmi d'autres que Judith a en tête, un shiur hebdomadaire sur la paracha. Vous avez tous sans doute accès à une forme ou une autre d'un enseignement du Rav Sacks, qu'on en trouve partout maintenant sur Internet. Il avait des podcasts de son vivant, il faisait des vidéos sur YouTube que vous pouvez voir. Moi, la principale source, c'est le livre, la collection de tous les livres qui s'appelle Covenant and Conversation, Alliance et Conversation, qui regroupe en fait 4, 5, 6 commentaires sur la paracha pour chaque paracha. Le Lessons on Leadership, c'est en général un enseignement par semaine et c'est des synthèses plus récentes. Donc, c'est moi, ma principale source, c'est ça, mais d'autres sources également. Mais je vais centrer vraiment le commentaire que je vous rapporte sur un enseignement du Rav Sacks, qui, à mes yeux, est une illustration de la force de ce qu'il peut enseigner, comment, dans le détail du texte, il va aller sortir une thématique fondatrice. On est sur la paracha de Vayigash, et donc je fais à nouveau l'hypothèse que, d'une part, vous connaissez le Rav Sacks de près ou de loin, mais que vous ne le lisez pas forcément intégralement, et que d'autre part, vous connaissez de manière générale ce qui se passe dans la Torah sans être forcément nourri de tous les détails. Et par avance, je m'excuse si certains sont déjà très familiers avec des choses que je vais dire ou pas, mais à nouveau, là, j'avais un peu l'impression de tirer dans le noir parce que je ne savais pas exactement qui serait présent. Donc, c'est un commentaire sur la paracha de Vayigash. Et je vais devoir, pour vous rapporter l'enseignement du Rav Sacks, qui vient d'ailleurs de 3 de ses textes, faire un petit historique de ce qui se passe. Parce que Vayigash, on est presque à la fin de Bereshit, c'est l'avant-dernière paracha, il y aura Vayechi après. Et la paracha de Vayigash conclut un des très longs épisodes de la Torah, à savoir l'histoire de Joseph et de ses frères, qui en fait couvrent 3 parachiotes. Vayeshev, Miketz et Vayigash. Il y avait presque une dizaine de chapitres, c'est une des histoires les plus longues en fait, de la Torah, parce que le déroulé de cette histoire en fait, se couvre véritablement énormément d'épisodes. Et l'enseignement qu'on va avoir aujourd'hui, en fait, cherche à répondre à une question que je vais vous dire dès maintenant et on y reviendra une fois qu'on aura fait le résumé des épisodes. La question, c'est quel est le sens des actions de Joseph contre ses frères? Quand ses frères viennent en Égypte pour chercher du blé, Joseph, créer un certain nombre de circonstances d'une intensité dramatique croissante. On dirait qu'il cherche à torturer ses frères et oui, il veut les mettre à l'épreuve certainement, mais il y a une complexité et même une sorte on a l'impression une forme de sadisme dans le comportement de Joseph. Quel est le sens du comportement de Joseph et qu'est-ce que ça peut nous enseigner? La question sur le texte est celle-là et on va voir qu'à cette question, le Rav Sacks va apporter une réponse qui est une envolée absolument magnifique sur le sens même de Bereshit et du passage de Bereshit à Shemot et plus largement. Donc, je vais faire un petit rappel des épisodes importants de toute l'histoire de Joseph, en m'excusant par avance auprès de ceux qui connaissent, et je suis sûr qu'il y en a un certain nombre parmi nous, tout ça très, très, très précisément. Mais l'enseignement du Rav Sacks, que vous allez voir tout à l'heure, en fait, reprend un certain nombre de ces étapes. Et je ne peux pas expliquer le commentaire si les étapes en question ne sont pas claires dans l'esprit de tout le monde. Alors, Joseph, c'est l'un des fils de Jacob, le fils préféré, ça tout le monde le sait. Jacob lui manifeste sa préférence par une tunique particulière et il l'envoie voir ses frères. Joseph va faire 2 rêves qu'il va rapporter à sa famille. Un premier rêve où, avec ses frères, ils font des gerbes de blé et les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne. Puis il fait un deuxième rêve où il y a le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Donc sa famille, évidemment, ne trouve pas ça très plaisant et dit « tu te prends pour qui ?» et se vient alors une forte jalousie, à la fois par la préférence que Jacob a manifestée et aussi par les rêves de Joseph. Conséquence de ça, les frères de Joseph veulent le tuer puis le vendre. Joseph se retrouve en Égypte, esclave de Potiphar. Il faillit être séduit par la femme de Potiphar qui, vexé, le dénonce, il va en prison. En prison, il rencontre des gens. Par sa capacité à expliquer des rêves, il finit par sortir de prison. Je vais vite, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et par le fait qu'il sait interpréter des rêves, il va être présenté au pharaon qui lui-même a fait les fameux rêves des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres et des 7 épis de blé gras et des 7 épis de blé maigres. Joseph expliquant qu'il s'agit là, qu'Akadosh Baruch Hu veut inspirer l'idée qu'il va y avoir cette année féconde, puis cette année de famine et qu'il faut se préparer à ça.
Joseph, de cette manière, devient Premier ministre de l'Égypte et finalement devient en fait en charge de toute la gestion de la famille. Donc ça, c'est le contexte dans lequel les choses arrivent. Et c'est là que l'histoire de la retrouvaille, des retrouvailles va commencer, parce qu'on est dans le chapitre 32 de Bereshit, Parashat Shemot. C'est la famine en terre de Canaan aussi. Et Jacob envoie ses fils acheter du blé en Égypte, puisqu'il a entendu qu'on pouvait en acheter. Donc les frères de Joseph, sauf Benjamin, partent en Égypte. Pourquoi sauf Benjamin? Parce qu'on sait que Jacob avait 4 femmes, mais sa principale, Rachel, c'était sa préférée. Rachel était la mère de Joseph et de Benjamin. Joseph ayant disparu parce que ses frères l'avaient vendu, Benjamin, c'est le seul fils qui reste à Jacob de sa femme préférée, Rachel. Donc il envoie ses fils, Jacob envoie ses fils en Égypte, garde Benjamin, mais en disant aux autres, allez acheter du blé. Et c'est là qu'il se retrouve devant Joseph, qui les reconnaît. Et il se passe quelque chose de très bizarre, on va revenir tout à l'heure. Il les reconnaît, et quand ils disent qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire ici, les frères disent on est venu vous acheter du blé, et Joseph dit pas du tout, vous êtes des espions. Sans aucune raison. Ils n'ont fait aucun acte particulier qui laisserait entendre qu'ils sont venus faire autre chose qu'acheter du blé. Et d'ailleurs, ils ne sont pas venus faire autre chose. Et ce détail, je le relève parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il va jouer un rôle. Donc, Joseph dit, vous êtes des espions, les frères se défendent, ils ne disent pas du tout. Ils disent, non, non, on vient d'une famille de Canaan. D'ailleurs, on a aussi un jeune frère qui est resté avec son père. Et Joseph dit, d'accord, alors je vais vous mettre à l'épreuve, amenez-moi votre jeune frère. Et en échange, je vous laisse partir, mais je garde l'un des frères qui sont ici, en l'occurrence Shimon, je le garde en otage, retournez chez vous et ramenez-moi Benjamin. Ils sont un peu obligés d'accepter, donc ils acceptent, ils partent avec le blé, et dans les sacs de blé, Joseph en plus rajoute l'argent du blé. Donc ils se retrouvent en chemin, retour vers Jacob, avec l'argent du blé dans les sacs de blé, ils arrivent en Israël, en terre de Canaan, et ils se rendent compte qu'ils ont l'argent avec le blé, ils sont catastrophés, et ils disent à Jacob, voilà, on a acheté le blé, mais on a dû laisser Shimon, parce que le maître de l'Égypte veut qu'on amène Benjamin. Jacob est catastrophé, il dit, j'ai déjà perdu Joseph, j'ai Shimon en otage, et maintenant vous voulez en plus me prendre Benjamin. Je risque de perdre 3 de mes fils, dont les 2 fils de Rachel. Donc Jacob ne veut pas. Ruben, l'aîné de tous les fils, essaye de convaincre Yaakov, et Yaakov refuse. Mais le temps passe, la famine reprend, les réserves sont entièrement consommées, et donc il faut bien retourner. Et là, c'est Yehuda, cette fois, pas Réhouven, Yehuda, c'est important, qui va voir Yaakov et qui lui dit, il faut y aller. Et Yehuda dit, il faut y aller. Je sais que tu ne veux pas laisser partir Benjamin, mais si on ne prend pas Benjamin, on n'aura pas de blé. Et moi, Yehuda, je me porte garant de Benjamin. Je suis responsable devant toi. Finalement, Yaakov accepte, les frères se retrouvent, retournent en Égypte voir Joseph, qui libère Shimon et offre un grand festin et manifeste à Benjamin un intérêt particulier. Il multiplie les cadeaux, lui donne plus de portions que les autres, etc. Et à ce moment-là, là, c'est la paix, tout le monde est content, sauf que Joseph ne s'est toujours pas fait reconnaître de ses frères. Il est toujours le Premier ministre d'Égypte. Joseph, à ce moment-là, ordonne qu'on donne le blé nécessaire à ses frères, mais fait ajouter une coupe en argent, sa coupe en argent, dans le sac de Benjamin. À peine les frères sont partis, Joseph dit à son attendant, rattrape-les et va chercher dans les sacs, si tu trouves une coupe, il faut attraper le voleur et me le ramener. L'intendant y va, fouille les sacs, évidemment trouve la coupe dans le sac de Benjamin et dit il va falloir revenir. Les frères reviennent accusés de vol, en particulier Benjamin, et Joseph dit je vais garder Benjamin en esclave, c'est lui le fautif. Et là, on arrive à la fin de la paracha de Miketz et au début de Vayegash. Et il se passe un élément très important. Judas, le même que celui qui avait plaidé auprès de Yaakov en disant fais-moi confiance, Judas va plaider pour permettre d'éviter à Benjamin la prison. Judas a pris personnellement l'engagement de ramener son frère. Judas plaide, et devant ça, moment dramatique, Yosef craque, se retire pour pleurer, et puis se fait reconnaître de ses frères, Ani Yosef. Il se fait reconnaître de ses frères, et la réconciliation peut avoir lieu. Et une fois que la réconciliation est faite, Yosef dit maintenant, allez chercher Yaakov. Évidemment, il demande est-ce que mon père est vivant, un passage très célèbre. Et il dit maintenant, amenez Yaakov, amenez toute la famille, je vais vous installer dans la région la plus riche de l'Égypte. Et puis, il va présenter Yaakov à Pharaon, etc. Et ça, c'est la paracha de Vayegash. Fin du résumé, on vient de faire 10 chapitres en 4 minutes. Évidemment, forcément, avec
avec des étapes très, très simplifiées. Mais j'ai voulu résumer ça parce que, à nouveau, l'enseignement du Rav Sacks va essayer de répondre à une question qui est: quel est le sens de l'action de Yosef? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Alors, le Rav Sacks dit il y a deux réponses évidentes qui pourraient venir à l'esprit. Première réponse, c'est de dire Yosef a fait tout ça pour que ses rêves s'accomplissent. Il avait fait deux rêves. Le rêve des épis de blé, où les 11 épis de blé de ses frères se prosternaient devant lui. Et le deuxième, il avait fait le rêve où son père, sa mère, enfin le soleil, la lune et les étoiles, c'est-à-dire son père, sa mère et ses frères, se prosternaient devant lui également. Le Rav Sacks dit, voilà, ça pourrait être une première explication, faire en sorte que ses rêves s'accomplissent. Mais le Rav Sacks dit, cette explication ne tient pas. Pourquoi elle ne tient pas? Parce que d'abord, les frères vont effectivement se prosterner devant Yosef, mais avant que toute l'histoire commence. À peine ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont même pas encore expliqué qui ils étaient, ils se sont déjà prosternés. Donc, d'une certaine manière, le premier rêve, il est déjà accompli. Il n'y a pas besoin de faire tous ces trucs-là. Et le deuxième rêve ne peut être accompli que si Yaakov est là. Dans le deuxième rêve, il y a la lune, le soleil et les étoiles. Autrement dit, ce n'est pas seulement les frères. Or, Yaakov n'est pas là. Et d'ailleurs, d'autres commentaires, en l'occurrence du Rav Soloveitchik, mais j'ai promis que je restais sur le Rav Sacks, expliquent que le deuxième rêve de Yosef, en fait, ne s'accomplira jamais. Le premier, oui, pas le deuxième. En tout cas, le Rav Sacks dit ça ne peut pas être fait pour accomplir les rêves pour accomplir ses rêves, parce que techniquement, le premier, d'une certaine manière, avait déjà été accompli avant même qu'il crée toute cette histoire de sac, d'argent, de trucs, etc., et que le deuxième rêve ne pouvait pas être accompli en l'absence de Yaakov. Donc, première explication, accomplir ses rêves, ce n'est pas pour ça que Yosef a fait tout ça. Deuxième explication possible, c'est pour se venger. Yosef a été menacé de mort, puis vendu, puis en prison, tout ça parce que ses frères ont voulu se venger, ou en tout cas exercer leur jalousie sur lui. Et donc, il a fait tout ça pour les faire souffrir, pour les torturer, pour se venger. Et le Rav Sacks dit ça non plus, ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'à chaque étape de ce que va faire Yosef pour amener ses frères à devoir revenir, à être emprisonnés, etc., on voit que Yosef pleure, qu'il se cache pour pleurer. Par compassion, il a pitié de ce qui est en train d'arriver à ses frères. 3 références pour ceux qui auraient un fromage devant eux ou qui veulent prendre des notes. On ne va pas les lire ensemble parce qu'on n'a pas le temps, mais chapitre 42, verset 24, chapitre 43, verset 30, chapitre 45, verset 1 et 2. À 3 reprises, à 3 étapes de l'histoire, Yosef pleure alors qu'il est en train d'imposer des épreuves à ses frères. Donc, le Rav Sacks dit, ce n'est pas non plus pour se venger. Donc, c'est ni pour accomplir ses rêves, ni pour se venger. Alors, c'est quoi? Là, excuse-moi, tu souhaites que je mette l'écran partagé? Alors, tu m'as anticipé d'à peu près 45 secondes. Donc, pas tout de suite, mais dans un instant. D'accord. OK. Mais merci. Donc, si ce n'est pas pour accomplir ses rêves et pas pour se venger, c'est quoi? Et là, le Rav Sacks, et c'est là que le Rav Sacks va introduire le thème qui va porter son enseignement sur l'ensemble, c'est que le Rav Sacks dit, et on va l'expliquer, ce que Yosef fait là, c'est d'introduire le premier processus de Teshuvah de la Torah. Je répète, Yosef veut introduire le premier processus de Teshuvah de la Torah. Pourquoi? Parce que d'abord, la Teshuvah, c'est l'idée en principe, on traduit ça comme le retour, la repentance, c'est le travail qu'on fait à Rosh Hashanah, à Kippour, toute l'année, etc. Mais la Teshuvah, ce n'est pas juste le sentiment de se dire il faut faire mieux, de sentir en soi qu'on a des remords et qu'il faudrait revenir sur ses mauvaises actions. Le Rav Sacks cite les lois de la Teshuvah telles que Maïmonide, le Rambam, les présente. Dans le Mishneh Torah, qui est l'œuvre de Maïmonide qui résume en gros l'essentiel, enfin les halachot de la Torah, il y a un chapitre particulier, une section qui est consacrée à la Teshuvah. Et dans Hilchot Teshuvah, le Rambam dit la vraie Teshuvah passe par 3 étapes concrètes, un processus de 3 étapes. Première étape, la reconnaissance publique de la faute qu'on a faite. Deuxième étape, l'engagement de ne pas la répéter. Et troisièmement, peut-être le plus difficile, quand la circonstance se présente d'être en situation de la répéter, de ne pas répéter la faute au nom de la teshuvah qu'on a engagée. Donc 3 étapes, la reconnaissance, l'engagement et la non-récidive. Et c'est là, Judith, que le document va commencer à nous être utile. Merci beaucoup. Parce que ce que va démontrer le Rav Sacks et que je vais vous montrer, j'espère qu'il est déjà 20h30, mais on a commencé en retard. Est-ce que j'ai 10 minutes encore pour…
pour faire le texte. Sinon, je peux dire les mots rapidement. Si on doit finir maintenant, je m'arrête. Si on a 10 minutes, on prend le texte. Judith, c'est bon, les 10 minutes? Parfait. Je n'entends pas, mais sur les lèvres, ça a l'air de dire parfait. On continue. Donc, on va prendre le texte parce que, en fait, ce que Rav Sachs va nous démontrer, c'est qu'en prenant les passages, certains passages précis de tous les épisodes que j'ai résumés tout à l'heure, on va voir en fait exactement l'accomplissement des 3 étapes de Teshuvah qu'on vient de citer. Je répète, c'est la reconnaissance, l'engagement de ne pas refaire et la non-récidive. Le premier, c'est la reconnaissance. Alors, le texte est en anglais, je suis désolé, parce que je l'ai pris de Sefaria, qui est en français, mais quand on l'exporte pour en faire une feuille extérieure, le français vient de l'anglais. Si quelqu'un sait faire mieux, je suis preneur, parce que je n'ai pas trouvé. Et donc, vous avez le texte en hébreu et en français. Et donc, la première partie, c'est la reconnaissance. Joseph veut créer les circonstances pour que les frères eux-mêmes, de leur propre chef, reconnaissent leurs fautes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça se passe au moment de la première rencontre entre Yosef et ses frères. Alors, on va le lire en quelques minutes. On est donc dans le chapitre 42, là, on est dans Miketz. On n'est pas encore dans Vayigash, mais l'ensemble est un continu. Donc, dans ce texte, c'est ce qu'on voit. C'est au moment même où les frères de Yosef se présentent à leurs frères. Vayavou bnei Israël lishbor betoch habayim, ki haya harav b'chol be'eretz Canaan. Donc, les fils d'Israël sont venus pour, en gros, faire des provisions parmi ceux qui venaient, parce que c'était la famine en terre de Canaan, c'est-à-dire la terre d'Israël. Yosef, alors il faudrait que tu montes le texte au fur et à mesure, parce que je n'ai pas le contrôle. Donc, Yosef, hu hashalit ala haaretz, hu hamashbir lechol am haaretz, vayavu achei Yosef. Ça a sauté un peu trop loin, je crois. Non, c'est juste, il faut remonter. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Yosef hu hashalit ala haaretz, hu hamashbir lechol am haaretz. Donc, Yosef était le chef sur la terre, c'est lui qui apportait les provisions à tout le peuple de la terre. Les frères de Yosef sont arrivés et se sont prosternés devant lui. C'est à ça que je faisais référence tout à l'heure, quand je disais ils se sont déjà prosternés avant même que les ennuis commencent. C'est là que ça se passe. Ils voient Yosef, ils se prosternent. Bon. Il a vu ses frères et il les a reconnus. Mais il s'est comporté comme un étranger, il ne s'est pas présenté. Vaïdaber itam kashot, il leur a parlé de manière dure, il leur a dit, Vayomer alehem, mais aïn batem, d'où êtes-vous venus? Vayomru me'eretz Canaan, lishbor ochel, on vient de la terre de Canaan pour prendre de la nourriture. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu, Judith, s'il te plaît? Voilà, non, c'est bon. Yaka Yosef et Echav, vehem lo écriou. Donc, Yosef les a bien reconnus, mais pas eux. Eux ne l'ont pas reconnu. Vayiskor Yosef et Achalomot asher chalam lahem. Il se souvenait des rêves qu'il avait fait. Vayomer alehem ragli matem. Et c'est là que c'est très bizarre. On en parlait tout à l'heure. Joseph se rappelle de ses rêves. Et il dit, meragli matem, vous êtes des espions. Les rot etervat haaretz batem. Vous êtes venus voir la nudité de la terre. Strictement sans aucune raison, sans aucun contexte. Il dit ça. Yomer alehem Yosef. Alors, pardon, là je saute. Pardon, vous avez 3 petits points parce que j'ai sauté 9. Non, pas toi, j'ai sauté sur le papier. J'ai sauté 9 versets. Pourquoi? Parce que donc il les accuse d'être espions. Et du coup, il dit ici, pas du tout, ce n'est pas le cas. Il les met en prison 3 jours, il les ressort. Donc là, je suis juste pour gagner du temps. J'ai sauté les 9 pour aller après ça au verset qui était important dans le commentaire de Rav Sachs. Yomer alehem Yosef beyom hashlishi. Au 3e jour, ils ont été en prison. Il les a ressortis. Zot asu virchius. Voilà ce que vous devez faire afin de vivre. Et Elokim asher yareh, parce que moi, je crains Dieu. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Il faut qu'on remonte le texte encore un peu. Voilà. Im kenimatem. Si vous êtes vraiment honnête. Achichem echad yaser bebet meshachem. Mishmachem. On va laisser un de vos frères en prison, et les autres, vous partez, Shever Avon Batrem, vous rapporterez des provisions dans vos maisons où on a faim. Mais votre jeune frère, dont ils avaient parlé, Benjamin, vous devez me le ramener. Et là, vos paroles pourront être vérifiées, vous ne mourrez pas. Et ils firent ainsi, et c'est là que ça devient central au commentaire de Sachs.
juste après, chacun dit, Vayomru ish al achiv, chacun dit à son frère, Aval hashemim anachnu al achinu, asher rainu tsarat nafsho. Les frères se disent entre eux, nous sommes punis au sujet de notre frère, dont nous avons vu la douleur de l'âme, Betranto elenu velo shamanu. On a entendu sa supplique et on ne l'a pas écouté. Alken ba elenu atzara azot. Et c'est pour ça que ce qui nous arrive maintenant est en train d'arriver. Autrement dit, ça aurait pu être neutre, Joseph aurait pu les accueillir, donner de la nourriture. Joseph les accuse de quelque chose de bizarre. Vous êtes des espions. Ils luttent. Joseph dit, puisque je vous accuse d'être des espions, vous allez devoir me montrer votre bonne foi. Et pour ça, vous partez tous, sauf un, Shimon, que garde en otage, et vous revenez avec le frère. Les frères entre eux se disent, tout ça, ça nous arrive parce que nous avons fauté avec Yosef. Tout ça nous arrive comme punition de la douleur que nous avons provoquée à notre frère Yosef. Ce qui, a priori, paraît complètement hors contexte. Mais c'est pourtant ça qui sort. Ils se disent, s'il nous arrive ce malheur, il y a une raison. Et cette raison, c'est la faute que nous avons faite avec Yosef. Vayan Reuven, Otam les morts. Reuven dit, Allo amarti alechem les morts, al techetu bayeled. Est-ce que je ne vous avais pas dit qu'il ne fallait pas faire de faute sur le garçon? Parce que Reuven était le seul frère qui était opposé à ce que les frères voulaient faire de Yosef. Alors que Yehuda, lui, était très content. Et c'est même très important de le savoir. Reuven était contre ce que voulaient faire les frères. Yehuda était le promoteur de la vente de Yosef, etc. Venir Lamut, est-ce que donc Reuven dit pardon. Non, je me suis dit, Vegamet Damo Inanidrash, et maintenant, on vient nous réclamer son sang. Donc, fin de la première partie, la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que Yosef a créé une sorte de crise presque ex nihilo en disant, vous n'êtes pas venu acheter de la nourriture, vous êtes venu espionner, vous allez devoir me montrer votre bonne foi, et pour ça, vous allez me chercher votre frère. Et cet événement-là crée chez les frères de Yosef une sorte de quête de pourquoi ça nous arrive, et là vient spontanément de leur part le fait, nous avons fauté vis-à-vis de Yosef. Et ça, le Rav Saks dit, c'est la première partie de la tchouva. La reconnaissance spontanée, pas parce que quelqu'un t'a dit tu as mal fait, c'est qu'au fond de toi-même, tu as trouvé quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Et la reconnaissance que font ici les frères, c'est la première étape. Donc c'est pour ça, d'une certaine manière, que Yosef a créé la crise de dire il va falloir que vous me montriez. Deuxième étape, l'engagement de ne pas répéter. Et là, de ne pas recommencer la faute. Et de quoi il s'agit ici? On est plus tard, on est au moment où les frères sont revenus avec le blé pour parler à Yaakov en disant il faut y retourner, mais avec Benjamin. Et là, c'est Yehuda qui va parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous que Yehuda est le frère qui avait été le principal meneur dans la vente de Yosef. Et c'est le même Yehuda qui dit à Yaakov, à Israël, Vayomer Yehuda à l'Israël Aviv, Shilcha anar iti venakuma elecha, envoie le jeune homme, c'est-à-dire Benjamin avec moi, et qu'il soit avec nous sur le chemin, venirche venolamut, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, gamanachnu gamata gam tapenu, et nous, et toi, et nos enfants. Et là, Yehuda continue et dit, Anochi ervenu miyadi tevakshenu. Je m'assurerai de sa sécurité, je réponds de lui. Imlo aviotiv elecha veitzaktiv lefanecha, si je ne te le ramène pas et que je ne te le présente pas, j'aurais fauté contre toi pour l'ensemble de mes jours. C'est essentiel ce qui se passe là, parce que c'est le même Yehuda qui avait été le promoteur de la vente de Yosef, qui cette fois dit à Yaakov, je ne recommencerai pas. Il faut amener Benjamin chez Yosef, parce que sinon on n'aura pas de blé, il faut libérer Yeshimon. Mais moi, Yehuda, celui qui avait vendu Yosef, je m'engage vis-à-vis de toi, Yaakov, à te le ramener. Je ne recommencerai pas ce que j'ai fait avec Yosef. Le Rav Saks dit que ça, c'est la deuxième étape de la tchouva. L'engagement de ne pas répéter. Première étape, c'était la reconnaissance. On l'a vu. Il dit c'est à cause de ce qu'on a fait à Joseph que ça nous arrive. Deuxième étape, Yehuda dit à son père, je m'engage à ramener Benjamin. Je ne referai pas avec Benjamin ce que j'ai fait avec Joseph. La deuxième étape, c'est la non-récidive. C'est l'engagement. La troisième étape, c'est la non-récidive. Alors là, il n'y a pas le texte, parce qu'en fait, il faut pratiquement balayer le premier tiers de la paracha de Vaïgash pour ça. Mais il dit la non-récidive, on la voit dans le chapitre 44. C'est en fait au moment où Yaakov met la coupe, où Yosef met la coupe dans le sac de Benjamin, qui crée les circonstances qui font qu'il pourrait garder Benjamin et dire à ses frères, écoutez,
vous avez dit que vous le ramèneriez, maintenant il a volé une coupe, je le garde. Donc il crée des conditions pour que Yehuda se dise après tout, bon, on a déjà abandonné Yosef, on n'a peut-être pas le choix, puisque la coupe a été volée, on doit laisser Benjamin. Et puis un peu plus tard, il va favoriser Benjamin en lui donnant plus de cadeaux qu'aux autres. Donc Yosef crée dans ce chapitre 44, que je vous invite à regarder, les conditions pour que, d'une certaine manière, Yehuda recommence. Finalement, Benjamin a été pris avec un vol d'une coupe, même si ce n'était pas volontaire. Et puis Benjamin est préféré par Yosef, peut-être que Yehuda pourrait dire, non, on est tous pareils, il n'y a pas de raison de le favoriser. Et dans ce contexte-là, alors que l'occasion se représente pour Yehuda, et ses frères, mais en particulier Yehuda, de finalement refaire la même erreur, d'être fâché de la préférence pour un de ses frères ou de simplement décider qu'on peut l'abandonner, Yehuda se bat, plaide pour lui, c'est lui qui parle devant tous les autres. Et c'est la troisième condition de la Teshuvah qui est accomplie ici, puisque l'occasion est créée par Yosef de faire tomber Yehuda dans la même faute, et Yehuda, au lieu de retomber dans la faute, va au contraire être le porte-parole de ses frères pour dire c'est pas possible. Donc ce qu'explique le Rav Sachs, c'est que tous ces événements créés par Yosef ne sont absolument pas une vengeance, même pas l'accomplissement de ses rêves, que ce que Yosef a voulu faire ici, en faisant suivre ces 3 étapes de la teshuvah parfaite, reconnaissance, engagement, non-récidive, à travers les 3 épisodes qu'on vient de voir, Yosef a voulu faire la démonstration que ses frères, et Yehuda en particulier, étaient prêts à passer à l'étape suivante de l'histoire d'Israël. Tout Bereshit est une succession de tentatives de fraternité ratées. Caïn et Abel, Abraham et Ishmaël, Jacob et Ésaü, c'est des catastrophes les unes après les autres. Alors, de gravité qui diminue, mais enfin quand même. Pour que l'histoire du peuple commence, il faut d'abord que l'histoire de la famille réussisse. On ne peut pas faire un peuple en paix si la famille n'est pas en paix. Et donc, le travail de Yosef ici consistait à dire, est-ce que mes frères sont capables de teshuvah, d'une vraie et pure teshuvah? Le test est réussi, ils ont réussi chacune des 3 étapes. La démonstration est faite que les 12 frères peuvent maintenant vivre en cohabitation. Et que le fait que les 12 frères peuvent vivre en paix donne la possibilité de passer de l'histoire de la famille à l'histoire du peuple d'Israël qui va pouvoir commencer dans Shemot. Et que c'était la condition, il fallait que cette démonstration soit faite pour qu'on puisse effectivement considérer que la famille était mûre pour passer après ça, et on est à la fin de Bereshit, à l'histoire du peuple qui devient l'histoire de Shemot. Et qu'est-ce que le Rav Sachs continue en disant, ce que Yehuda vient faire ici, c'est d'être en quelque sorte le premier Baal Teshuvah de la Torah, et Yehuda en particulier. C'est le premier Baal Teshuvah de la Torah, et le Rav Sachs continue en disant, Dieu ne nous demande pas la perfection. Il a créé un monde imparfait, il nous a créé imparfait, il ne nous demande pas la perfection, mais il nous demande la capacité de faire teshuvah, c'est-à-dire de changer pour le meilleur profondément. Et que le fait qu'on soit perfectible, ça c'est l'attente d'Akadosh Baruch Hu, et Yehuda est le premier à montrer cette capacité de tikkun, de réparation, d'amélioration, et que cette démonstration a été faite, l'histoire peut commencer. Et en conclusion, un autre enseignement qui vient d'un autre texte, mais qui est parfaitement cohérent avec ce qu'on vient de dire là, c'est qu'en fait, quand on réfléchit bien, finalement, le personnage principal de tous ces épisodes, ce n'est pas Joseph, c'est Judas. C'est Yehuda qui apparaît là-dessus comme un cheminement important. Et le Rav Sachs a remarqué une chose, et c'est la conclusion. Le peuple juif est d'abord né, grâce à Abraham, comme ivri, comme hébreu. Ivri, c'est celui qui traverse, qui passe d'une rive à l'autre, qui abandonne l'idolâtrie pour aller à la rencontre du Dieu unique. Après, on a été Israël. Yaakov qui est devenu Israël. Israël, c'est celui qui se bat avec Dieu. Le peuple juif entretient avec Dieu une relation passionnelle et conflictuelle. À la fois, on prend tout ce qu'il nous a donné et en même temps, on se bat, on interroge, on se révolte, on est le peuple à la nuque raide. Mais finalement, on n'est pas Ivri ou Israël, on est juif aujourd'hui. Alors, il y a des raisons historiques, parce qu'on est descendant du peuple de la tribu de Juda suite à l'exil du premier temple, mais on est descendant de Yehuda. Donc, on est Yehudim. Autrement dit, le nom qui a marqué notre histoire, ce n'est pas celui d'Abraham, ce n'est pas celui de Yaakov, ce n'est même pas celui de Joseph. Joseph, il aurait bien voulu, c'est ce que ses rêves voulaient lui dire. Mais on est les descendants de Yehuda. Et Yehuda est également l'ancêtre de David et du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est les descendants de Yehuda? Le mot Yehuda, et c'est la conclusion du Rav Sachs, qui dit, vient de la racine lérodot, qui en hébreu veut dire 2 choses, qui veut dire remercier et reconnaître. Et ce qu'on enseigne à travers le fait de porter le nom de Yehuda, c'est à la fois un enseignement pour nous, les Juifs, mais un enseignement de la Torah pour l'humanité. À savoir qu'on est, nous, ceux qui sachons
le Hodot, remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les créations qu'il a faites, mais aussi reconnaître, sans avoir un regard lucide sur le monde et sur nos propres actions, de manière à pouvoir l'améliorer. Cette lucidité est une condition nécessaire à pouvoir l'améliorer. Et c'est aussi une manière de dire à l'ensemble de l'humanité que le message de la Torah, c'est de dire la réussite du monde ne vient pas du fait qu'on atteindrait une perfection un jour, mais que les Juifs, mais l'ensemble de l'humanité, s'ils sont capables d'un vrai processus de teshuva, peuvent réussir une société juste et libre, parfaite, par le travail individuel et collectif que nous enseigne la teshuva des Yehuda. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alain. C'était passionnant, très clair, un déroulé éclairant. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Avec plaisir. À une prochaine fois. Peut-être qu'il y a des questions peut-être parmi les… Il y a des gens qui ont écrit sur le chat, Judith, si tu veux voir. Alors, il y a beaucoup de remerciements. Alors, Ilan a écrit quelque chose à propos des Yehuda. Non, je peux peut-être expliquer ce que je veux voulais développer dire, en fait. ce que tu as dit ou… Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette initiative extrêmement intéressante et pour ce premier cours, Alain. Je ne te connaissais pas, mais on a au moins un dénominateur commun, même deux, c'est la passion du Rav Saks et les EI. Tu es le fils d'Ilan le fils de… Pardon, j'avais un… Vraiment, on continuera séparément. Oui, le fils de Guy, si tu veux. De Guy, Shalom, voilà, c'est le fils de Guy. Voilà, très bien. Mais est-ce que en dehors des EI… Oui, je suis administrateur aussi du mouvement, tout à fait. Non, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et puis ça rejoint aussi d'autres éléments qui sont… il y en a deux que je voulais voir. Le premier, c'est la question de Tamar. Tamar apparaît entre la vente de Yosef et le début de l'histoire de Yosef. Et on voit à ce moment-là Yehuda qui reconnaît sa faute. C'est une autre teshuva de Yehuda, absolument. Voilà, une autre teshuva. On se demande souvent quel est le lien avec cette histoire, pourquoi elle apparaît là. On coupe le récit biblique. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Il reconnaît sa faute en public. Et c'est aussi d'ailleurs de là qu'on voit qu'on ne fait pas honte à quelqu'un en public. Tamar ne fait pas cela. Elle va expliquer la chose. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que tu parlais tout à l'heure de la fraternité. Comme quoi on est constamment dans une évolution de la fraternité depuis Caïn et Abel jusqu'à Moshe et Aaron, et constamment il y a il y a le meurtre, il y a la séparation, Lot et Abraham, il y a le fait de se retrouver plus tard avec Esav et Yaakov, plus tard dans le temps. On a une fraternité qui commence à se construire avec les frères, et enfin Yosef et ses frères, et on a Moshe et Aaron qui est censé être la plus belle fraternité. Ils sont exactement à leur place. Mais il y a aussi à la fin du Tanakh avec la Megillah d'Esther, quelque chose qui est incroyable. Les Yehudim, donc les ancêtres de Yehuda, sont en difficulté avec Ahashverosh et Haman, et on fait appel à Mordechai. Et Mordechai n'est pas un Yehudi. Mordechai est un Ish Yemini, un fils de Benjamin. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là aussi en termes de fraternité qui est très important. Il est Yehudi et Yemini à la fois. Ish Yehudi Ayab Shushan Abira. Donc il est Yehudi et Yemini. Il est Yehudi et Yemini. Mais c'est parce que bon, les deux territoires se retrouvent. Mais c'est intéressant de voir que Benjamin, entre guillemets, en doit une à Yehuda. C'est lui qui va venir l'aider au moment où il va être en phase d'extermination. Et on retrouve à ce moment-là une fraternité totale entre les fils de Rachel, les fils de Léa. Et c'est aussi ça qui se joue à travers Yosef et Yehuda. Une tension existante entre les mères et la façon dont elles se tiennent dans la vie, dans comment dire, les sentiments de Yaakov. Voilà, c'est deux éléments que je voulais ajouter en plus. Merci beaucoup parce que c'est deux éléments extrêmement pertinents à mes yeux et surtout très riches et très justes. Je voudrais juste renforcer ton premier point. Quand tu dis le passage de Tamar au milieu, comme ça, il apparaît, il y a quelque chose comme ça, la première tchouva de Yehuda, 100% d'accord. Et pour renforcer ce que tu dis, on sait que les enfants qui naîtront des œuvres, comme on dit, de Yehuda et de Tamar, notamment Peretz, qui va être l'ancêtre du Mashiach. Autrement dit, non seulement il y a la tchouva personnelle de Yehuda, mais il y a même le début même de ce qui fait que cette tchouva elle-même est génératrice en quelque sorte de l'arrivée du Mashiach. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je me permettrai de rajouter
un petit point. C'est vrai que le rabbin Sachs, notamment dans la paracha Chaye Sarah, il a une vision assez dure de l'absence de communication, notamment entre Rivka et entre Yitzhak. Et il jette un regard, non pas critique, mais on va dire assez lucide sur les ravages que peut faire l'absence de communication. Et j'ai souvent lu dans quelques-uns de ses commentaires, notamment dans Covenant et Conversation, que finalement les frères à ce moment-là rattrapent l'histoire de la responsabilité collective qui a achoppé au début de l'humanité avec Caïn et Abel, mais aussi voilà, toute l'histoire du peuple juif qui à ce moment-là peut se construire dans cette fraternité qui va enfin se créer entre eux et ce face-à-face, ce dialogue au sens strict du terme entre Yosef et Yehuda. Et Yehuda qui, bon là je parle un petit peu de ma profession, mais qui va plaider littéralement avec des mots à la fois doux et à la fois durs à l'égard de Yosef. Et Yosef qui va, je me souviens, parce que c'est à Bar Mitzvah, la paracha Bar Mitzvah, je me souviens de ce pasouk particulièrement, c'est Yosef lo yachol itapek, il n'a pas pu retenir son émotion. Et c'est vrai que c'est une phrase très belle en termes de, voilà, on imagine les retrouvailles au sens du dialogue et au sens de l'émotion. Sur cette idée de retrouvailles et de réconciliation, je vais alors juste rapporter autre chose. Je pensais que je n'aurais pas le temps, mais si on a 15 secondes, parce que c'est encore dans un autre texte sur la même paracha, où le Rav Sachs apporte quelque chose que je trouve magnifique. Je disais tout à l'heure que Bereshit était fait de tout un tas d'histoires de fraternité ratées. Mais il fait remarquer quand même le Rav Sachs qu'il rate de moins en moins. C'est-à-dire que Caïn et Abel, il y a un meurtre. On ne peut pas imaginer pire. Les premiers frères de l'humanité, il y a un meurtre. Abraham et Ishmaël, c'est très compliqué pendant toute leur vie, mais on sait que, commentaire de Rashi sur la mort d'Abraham quand il était Bayamim, que Yitzhak et Ishmaël vont se réconcilier sur la tombe d'Abraham. Autrement dit, la fraternité entre les deux est compliquée, mais ça se termine quand même par une réconciliation au moment de l'enterrement d'Abraham. Il y a un progrès. Jacob est très compliqué aussi, mais il se réconcilie après le combat de l'ange, etc., alors que Jacob pensait qu'il y aurait un combat. Ils se réconcilient. Bon, ils ne vivent pas ensemble. Chacun va dans son chemin. Il y en a un qui va à Séhir, l'autre qui va à Sukkot. Mais au moins, ils ont fait la paix. Séparés, mais ils ont fait la paix. Donc, on voit cette progression. Le meurtre, la réconciliation devant la tombe du père, la réconciliation vivante, mais séparée. Puis, on arrive aux frères de Joseph, qu'on vient de voir à l'instant. Là, l'histoire va pouvoir commencer, mais elle a quand même été douloureuse pendant très longtemps avant la réconciliation. Et comme Ilan l'a très justement remarqué, tout ça va se terminer en fait par le premier couple de frères vraiment parfait, Moshe et Aaron. Comme tu l'as dit il y a 2 minutes, Ilan. C'est-à-dire que Moshe et Aaron, et ça le Rav Sachs enseigne dans Shemot, c'est le couple de frères parfaits. À aucun moment, jamais dans la Torah, on ne voit de rivalité entre les deux, et même de jalousie, alors que Moshe aurait dû être Kohen Gadol, que comme il n'a pas voulu y aller, Kadosh Baruch Hu lui a dit, bon, tu vas rester le chef du peuple, mais tu ne seras pas Kohen. Et on sait que Moshe en a souffert d'ailleurs. Mais ni Aaron, qui était l'aîné, n'était jaloux de son frère qui était le chef, ni Moshe, qui pensait devoir être Kohen, n'était jaloux de son frère qui est devenu Kohen à sa place. Autrement dit, la fraternité parfaite arrive à ce moment-là. Et donc, le Rav Sachs montre cette continuité, cette progression plutôt, sur l'idée même d'une fraternité réussie, qui est une condition de la réussite de l'histoire, qui fait que Bereshit, depuis le début de Shemot, est un apprentissage de ce que peut être une fraternité réussie. Oui. Merci beaucoup. Oui. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir et merci à Kaline de m'avoir informé. Salut Alain. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as lu Manitou, si c'est le Rav Sachs qui a lu Manitou, mais l'un des cours phares de Manitou était sur cette paracha de Vaïgash. Et quand on sait que Manitou s'appelait Yehuda, on comprend pourquoi. Par rapport à ce que tu as dit, c'est exactement la théorie, toute la genèse, fraternité ratée. Le petit bémol, c'est que la vraie fraternité, c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous bénissons nos garçons. La vraie fraternité retrouvée, c'est entre Ménaché et Ephraïm. Pas Aaron et Moshe. D'après notre tradition, et c'est pour ça qu'on bénit nos enfants sur ces noms-là et pas sur d'autres, qui est extrêmement curieux, parce que même s'il y a eu cette chouva des frères, elle n'est pas complète, elle n'est pas complètement reconnue. Il va falloir attendre ces 2 frères-là avec l'inversion des mains, etc., etc. Mais j'ai entendu de la bouche de Manitou ce cours-là que tu viens de faire,
qui avaient exactement la même interprétation de la chose. Mais cela dit, merci beaucoup, mais cela dit, moi, une question à laquelle je ne connais pas de réponse, et si tu trouves ou si tu as, je serais vraiment preneur, ou qui l'a autour de ce Zoom, c'est que Ephraim et Ménaché, tu as 100% raison, sont présentés, et c'est pour ça qu'on bénit nos enfants avec leur nom, comme la fraternité parfaite. Mais si on regarde, il n'y a pas d'histoire entre Ephraim et Ménaché. C'est quoi l'histoire de leur fraternité? On ne sait pas ce qui leur arrive. On sait effectivement que les mains croisées, on essaie de plus différencier l'aîné des dards, mais qu'est-ce qu'on apprend de la cohabitation d'Ephraim et Ménaché? Tous les autres qu'on a cités, tous les couples de frères, c'est extrêmement riche. Il y a de la rivalité, il y a des histoires, il y a des surprises, il y a des trucs, il y a des réconciliations. Ephraim et Ménaché, à part le fait qu'ils s'appellent Ephraim et Ménaché et qu'ils ont été bénis, on ne connaît rien d'eux. Quelle est l'exemplarité de leur fraternité? Et alors, évidemment, le Midrash parle beaucoup de cela. Évidemment, mais c'est intéressant. C'est comme si tu disais qu'il faut avoir une grosse caisse de résonance et qu'on parle de soi dans la presse pour être connu et reconnu. Et c'est justement la fraternité la meilleure. C'est celle où il n'y a pas besoin de connaître leur histoire, mais le Midrash et les commentaires vont reprendre, et on retrouve ça aussi dans la Gemara, vont reprendre justement pour expliquer à quel point l'un ayant étudié avec son grand-père, etc., c'est-à-dire qu'il y avait une répartition des choses. Mais je pense aussi qu'il fallait terminer ce livre de Bereshit si problématique sur ce terme de fraternité par justement cette entente. Et moi, je dis toujours, puisque l'habitude en Israël, c'est que quand on va prendre un café, le serveur dit « Achi », mon frère, qu'est-ce que tu veux boire? Qu'on a aujourd'hui un tikkun de cela. Ça veut dire tout le monde est frère en Israël aujourd'hui, surtout quand on commande un café. Donc, le Mashiach, ça tient un peu de choses. À très peu de choses. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce cours extrêmement précis et éclairant. Il est vrai qu'on se retrouve pour rendre hommage à la pensée du Rav Saks. C'est une pensée qui est incarnée dans une langue. Et le Rav Saks a autant été un commentateur qu'un écrivain, maniant la langue avec extrêmement de précision et parfois de poésie. Et je suggère, peut-être dans nos rencontres futures, d'également dans le partage d'écran, par exemple, Judith, de parfois le citer et de citer ses formules parce qu'il a un anglais extrêmement suggestif. Et la seconde chose que je voulais souligner, puisque Yehudi, c'est Léodote, Yosef, c'est aussi Léosif ajouté. Et je voudrais rendre vraiment, faire honneur à Judith, qui a vraiment pris l'initiative de ce cours, de cette série d'enseignements. Et je sais à quel point elle est occupée par son travail. Et c'est un ajout pour lequel je tiens à ce que nous la remercions tous ensemble. C'est l'Omuvan Mielav. Et c'est vraiment une très, très belle et forte initiative. Et quand on voit le nombre de participants qui sont venus le premier soir, on comprend que Judith a senti intuitivement un besoin de se réunir autour de cette pensée. Donc, merci beaucoup, Judith. Merci, Sarah. C'est beaucoup d'honneur que tu me fais. Moi, on était dans les formules. J'aimerais juste dire une formule très mignonne, alors qui n'est pas poétique, mais qui est très jolie pour ceux qui écoutent qui ont regardé les vidéos de Rav Saks. Rav Saks, c'est un orateur absolument exceptionnel. Et il, souvent, pour tenir son auditoire, il disait souvent « Friend, are you with me ?» Je ne sais pas ceux qui ont eu le plaisir ou même de l'écouter directement, peut-être Ilan, qui nous a aussi déployé des commentaires très intéressants. Mais si vous écoutez bien, il disait « Friend, are you with me ?» Et ce qui me touche énormément, c'est mon initiative modeste, puisque mon initiative, c'est de réunir toutes les initiatives existantes. Et il y en a beaucoup de sensibilité, d'intérêt. Et je suis très heureuse de voir que tout ça émerge. Et ça me permet, Sarah, de passer à la deuxième partie, on va dire, de ce shiur. Savoir que l'objectif véritablement de cette association, au départ, c'était effectivement de trouver
des axes de développement, de diffusion de l'œuvre du Rav Saks. Alors, créer un chiour, c'est devenir des amis un peu tous ensemble, de créer une forme de fraternité, de groupement. Et c'est très agréable de voir cette adhésion, surtout ce pont entre Israël et la France. Ça me touche beaucoup. Et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on puisse s'inscrire modestement, certes, mais dans l'idée qu'avait Rav Saks, qui était un leader exceptionnel, avec une immense humilité, qui ne manquait pas de rendre hommage à ses maîtres, souvent le Rav Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi Lubavitch, le Rav Soloveitchik et tant d'autres. Et donc, il avait à la fois ce charisme éblouissant et une forme d'humilité incroyable. Et ce qui fait que beaucoup de gens, même qui ne l'ont pas connu, dont je fais partie, se sont sentis comme orphelins au moment de son décès. Et ce qui est très puissant avec des hommes de sa stature, c'est que c'est des messages qui traversent le temps. Et notre shiur de ce soir et notre groupe, le fait qu'on soit nombreux en atteste. Donc, déjà, remercier toutes mes amies, dont toi, ma Sarah, qui nous ont permis de brainstormer, Anne Trester, Carole Birkan, Caroline Erlich, que j'embrasse bien fort, qui est ma maman d'adoption au kibbutz Natif pour ma fille Elisheva. Donc tout ça, c'est comment dire, une sorte de cercle vertueux extraordinaire. Sarah qui m'a mis en contact avec David Pesder, qui a été aussi tout à fait extraordinaire. Il n'aime pas qu'on dise merci, mais je lui dis merci. Et donc, il sera aussi un intervenant. Ilan Sialom aussi, qui a déjà diffusé de nombreux podcasts d'audio sur la Parashat Shavua, qui a écrit aussi des articles. Donc, tout ça, voilà, les initiatives existantes, les initiatives futures, celles qu'on va pouvoir intégrer, tout ça, c'est merveilleux et ça va ouvrir comme un cercle d'amitié très fort et de diffusion du limoud et des actions du Rav Saks. Donc, moi, ce que je vous propose... Oui, pardon. Je t'en prie, Caroline, j'ai terminé. Non, juste, je m'excuse. Quelqu'un a écrit quelque chose dans le chat, ça m'intéresserait aussi si c'est possible de nous dire, d'expliquer, de développer. Willy a écrit quelque chose à propos des mères. Est-ce que vous voulez développer? Bonsoir à tous. Bonsoir. La notion de Sinat Rinam qui est sous-jacente dans la relation entre les enfants de Yaakov avec l'histoire de Yosef, on peut interpréter assez aisément qu'il s'agit d'une caisse de résonance déjà créée entre les différentes épouses de Yaakov et leurs enfants, qu'elles ont eu respectivement. L'ordre qui est donné volontairement et qui est souvent rappelé dans la Torah, l'ordre de l'arrivée des enfants, de Réhouven jusqu'à Binyamin. Les cartes sont redistribuées lorsque Réhouven fait ce qu'il fait avec son père et sa mère. La notion de Sinat Rinam qui est sous-jacente dans ce cas-là se retrouve un peu partout dans la Torah et elle n'est pas vraiment expliquée. On a juste le cas de la Gemara Sota qui dit que lorsqu'on est en manque de communication au-delà de 3 jours, alors on rentre dans le cadre de la Sinat Rinam. Ça veut dire que lorsqu'il y a, et là c'est ma partie en tant que psy, et je m'avance là-dessus, lorsqu'il y a un clash dans un couple et qu'au-delà de 3 jours, on a oublié de se parler et de communiquer, forcément, on est rentré dans le vase clos de la Sinat Rinam vis-à-vis de l'autre. Et on va retrouver toutes ces notions. Ce qu'a très bien soulevé M. Rivlin, à savoir que Moshe et Aaron, dans leur cas, nulle part on va pouvoir trouver l'ombre d'une notion de Sinat Rinam dans la relation de ces 2 frères. Vis-à-vis de Ménaché et Ephraïm, là aussi, quelqu'un a soulevé tout à l'heure, en vrai, pourquoi est-ce qu'on a inversé comme ça la bracha? Elle est donnée de façon inversée entre Ephraïm et Ménaché, alors qu'on n'a rien qui justifie cette différence. Mais c'était le positionnement de Moshe Rabbeinu à l'époque où il se trouvait, dans la situation où il se trouvait, qui va faire que, par rapport à ce que Yosef a donné comme expérience de ce que lui a traversé, va changer toute la donne. C'est-à-dire que même dans le Tanakh, quand on va parler des Yehudim, et on va le retrouver après dans des notions romaines, etc., ou grecques, on dit les descendants d'Éphraïm, jamais de Ménaché. C'est-à-dire que le comportement des ancêtres et de ceux, on va dire des géniteurs de
Ephraim et Ménaché, ont créé involontairement ils ont prêté une sinatrinam pour les générations suivantes vis-à-vis de Ephraim et Ménaché. Pour terminer et revenir à ce que vous disiez au début, madame, à savoir que la notion de sinatrinam, c'est-à-dire la compétition qu'il y a entre les épouses de Yaakov par rapport au brio de chacun de leurs enfants, est encore une fois une caisse de résonance pour nos générations. Et Rav Sachs, dans un de ses shiurim, avait parfaitement expliqué cette notion-là, sans vraiment la développer, parce qu'on essaie toujours de rendre le Ham Israël un Ham Kadosh. Il n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le fameux troisième temple, entre guillemets, qui est là parmi nous, c'est parce que cette sinatrinam est encore bien réelle dans le Ham Israël, en priant au ciel que Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu ben Rabbi Yaminu, qu'on puisse se libérer de tout ça, mais en étant les pieds sur terre et en se regardant sans trop son nombril et moins son ego, on peut découvrir en chacun de nous cette notion aisée de la sinatrinam, mais qui nous est parlée dans cette paracha et que le Rav Sachs avait justement légèrement soulevé. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, Willy. Je t'en prie, Julie. Si d'autres personnes veulent ajouter leur pierre à la somme des commentaires, ou si vous voulez qu'on passe tout de suite peut-être à une sorte d'échange sur les différentes initiatives qu'on pourrait prendre en Israël ou en France. Je peux te rajouter 2 mots, Judith, c'est possible? Bien sûr. D'ailleurs, c'est pas étonnant que finalement, Alain bien dit que la paracha de Vaïgash, la paracha de Yehuda, et c'est pas étonnant que ce soit Yehudit qui ait cette initiative comme ça pour lancer tout ça. En tout cas, le Midrash en général rapporte plus l'exemplarité, si je peux dire, de la fratrie de Moshe et de Aaron, plus que celle de Ephraim et de Ménaché. Dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe n'est pas du tout cité, et Midrash insiste bien sur le fait que Moshe a laissé toute la place, si je puis dire, à Aaron pour exister. Et c'est ce qui c'est pour ça qu'ils ont mérité, si je puis dire, d'être les dirigeants d'Israël à l'époque. Moshe, porteur de la Torah, de la loi, et Aaron, porteur de la Kehuna, qui sont 2 dimensions juives extrêmement importantes. Donc, une fratrie, je veux dire, une belle fratrie, finalement, ça, voilà, la Torah, enfin, l'histoire a récompensé cette belle fratrie qui était Moshe et Aaron. Et Midrash parle beaucoup plus de cette fratrie-là que la fratrie de Ephraim et de Ménaché. Autre petit point, si je puis me permettre, Judith, je t'ai envoyé un petit texte ce matin, donc de commentaire de la paracha, donc de Vaïgash du Rav Sachs. On parle effectivement de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un concept fort dans le judaïsme, et on parle aussi du pardon. Et Rav Sachs a fini son texte par parler du pardon. Comment finalement, une fois que les frères ont fait Teshuvah, donc comme vient de le rappeler Alain, c'est une triple truc, admettre ses fautes, s'engager à ne plus recommencer, et même quand il y a et sans récidive. Donc une fois que ces 3 choses se sont déroulées, c'est là finalement que Yosef a pardonné à ses frères. Et donc là, on introduit complètement la notion de pardon. Et Rav Sachs finit son petit texte en disant que la vie morale est celle qui donne la place au pardon. Parce qu'Alain a dit au début qu'à chaque fois que le Rav Sachs faisait un commentaire, il voyait que cet enseignement juif peut servir au monde. Et donc là, il introduit 2 notions très fortes, à la fois la Teshuvah et le pardon. Et le pardon, c'est quand même une composante essentielle de l'enseignement du Rav Sachs dans cette paracha. Voilà. Merci beaucoup. C'était trop fort, hein, c'était trop fort. Merci beaucoup, Albert. David Pasder et Ilan veulent aussi, je crois, rajouter une vision sur rien cette de plus, paracha. je l'ai écrit dans le chat, mais c'était la question toujours de cette fraternité, et on observe sur ce que disait Willy par rapport au manque de communication qui amène à la sinatrinam, à la haine. On a dans cette première fraternité qui échoue
Abel n'est jamais, j'allais dire, acteur de parole. Il y a un silence entre les frères qui est assez incroyable quand on regarde le texte et la façon dont c'est écrit en hébreu. Il n'y a pas de parole. Et de la non-parole vient la violence. Et c'est quelque chose qui est très saisissant quand on regarde le texte de Bereshit. Je crois qu'Alain vérifie, non? Ouais. Je ne vérifie pas, tu as évidemment 100% raison, et c'est le fameux verset où Vaidaber, Caïn à l'Evel, c'est-à-dire que le verset dit Caïn a parlé à Evel, il l'a tué. C'est-à-dire, en gros, le verset dit qu'il lui parle, on ne sait pas ce qu'il lui dit. Donc, il n'y a pas de communication. Non, j'étais juste en train de repenser, j'étais plus sûr que c'était du Rav Saks, mais c'est du Rav Saks. J'étais en train de vérifier un autre commentaire du Rav Saks qui démontre que le meurtre de Caïn par Abel, de Abel par Caïn, est en fait pas du tout une volonté de Caïn de tuer Abel par jalousie. Mais bon, ça, si on fera ça à Bereshit l'année prochaine, si le cours a encore lieu. J'étais juste en train de regarder, parce que ce que tu disais m'évoquait un autre enseignement strictement différent, une totalement différente lecture du meurtre de Caïn, de Abel par Caïn, par le Rav Saks, que vous pouvez trouver dans Not on Conversation, ou l'année prochaine, si on fait toujours ce cours et que ça sera sur Bereshit. Mais qui est fantastique. Pour info, si tu permets, Judith, j'ai eu la chance de rencontrer le Rav Saks à quelques reprises à Londres. Et à sa mort, donc c'est effectivement que tu disais que le Rav Saks t'habitait véritablement, Judith, par ses commentaires, tu as parlé de Lessons in Leadership, et c'est vrai qu'à sa mort, il y a eu pas mal, il y a quelques initiatives qui sont faites. Vraiment, je félicite Judith pour le lancement de cette association. Mais moi, je me suis donné comme défi, je me suis dit sur la première année, du Yorkshire, jusqu'au Yorkshire du Rav Saks, de diffuser sa pensée. Donc, chaque semaine, il y a un petit cours que je fais, que je passe dans une liste de diffusion sur WhatsApp. On verra si on peut le passer peut-être différemment. Mais force est de constater qu'il y a des échos, que même si le Yorkshire est dépassé, je continue à faire ces cours, en fait. Donc, moi, je serais très heureux si certains sont intéressés. Je crois que Anne Treister le reçoit. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je le diffuserai avec grand plaisir. Merci, Yann. Je proposais notamment que la page Facebook, alors je ne suis pas la pro de l'informatique ou des réseaux sociaux, mais en tout cas de faire en sorte que cette page des Amis du Rabbin Saks soit une sorte de plateforme de toutes les initiatives, audio, vidéo, texte, articles, replay aussi de ces shiurim du jeudi soir. Et les athlètes, je pense que d'ici quelques mois, on pourra se retourner, se dire que chacun a posé sa pierre à l'édifice. Et je trouve que c'est, comment dire, infuser, plus qu'infuser, mais faire en sorte que tout l'esprit du Rav Saks, qui n'était pas simplement un esprit anglo-saxon, mais quelque chose de véritablement universel et juif, imbriqués l'un dans l'autre, c'est un message tellement puissant que nous, juifs français en Israël ou en France, on peut pas passer à côté de ça. D'où le projet que j'avais, j'en ai parlé notamment à Alain, mais de diffuser des extraits de Covenant and Conversation qui ont été, dont la narration c'est le leadership. Donc c'est un ouvrage sur la Parashat Shavua, c'est un commentaire qui s'appelle Lessons in Leadership. Et je trouve ça passionnant. J'ai ma fille aînée qui est animatrice, qui est donc à une native avec Caroline, qui est animatrice EI, qui revient d'ailleurs pour faire son stage exprès, qui est très, très, très investie. Et je pense que diffuser les Lessons in Leadership en partant de la base, alors peut-être aussi à travers tes garçons, Alain, je ne sais pas si c'est encore actif ou pas aux EI, mais voilà, Ilan, toi aussi. La semaine prochaine, c'est Jérémy Haddad qui va assurer le shiur sur Vayechi. Il y a peut-être matière à faire quelque chose au niveau des mouvements de jeunesse et des lycéens, des écoles juives. Je pense qu'il y a des leviers qui seraient intéressants. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des contacts, si vous avez des idées de financement ou autres, eh bien, je suis très, très, très preneuse d'élargir notre cercle, un cercle, on va dire, de jeunes pour qui le message, les œuvres, les actions du Rabbin Saks seraient proprement très, très inspirantes. Voilà. Juste pour continuer ce que dit Judith, et des discussions qu'on a eues ensemble et des discussions que j'ai eues avec d'autres gens, autant des amis en Israël, mais peut-être encore plus avec des amis en France. L'ouverture
l'ouverture de l'enseignement de Rav Saks, c'est quelque chose qui est enfin, en général, je pense que les gens que j'ai pu fréquenter et qui se sont plus intéressés, qui se sont, comme tu dis, ont commencé à baigner dans son enseignement, l'ont été parce que justement, il y a une certaine ouverture d'esprit qui, au dire de certaines personnes avec qui j'ai pu parler, notamment, peut-être, encore une fois, peut-être plus en France, on sentit qu'il y avait de quoi faire avec ça en France. Alors, je vais essayer d'être plus claire, parce que je pense que là, je ne suis pas du tout claire, mais ce que je veux dire, c'est que le judaïsme en France, enfin, je ne vais pas faire des grandes généralités, d'abord parce que j'y suis plus et parce que c'est toujours dangereux de faire des généralités, mais on sait quand même qu'on a un petit peu tendance en France à être à de plus en plus se mettre dans les extrêmes. Rav Saks permet aux gens, nous permet, enfin en tout cas, les gens qui s'y sont intéressés se sont rendus compte que son enseignement permettait un petit peu de retrouver un juste milieu. Et je pense que l'idée que Judith avait, quand on en a parlé avec différentes personnes, cette idée de faire rentrer cette ouverture dans l'éducation juive, alors encore une fois, je dis de France, mais peut-être d'Israël, évidemment d'Israël aussi, mais peut-être que le problème est plus important en France, pourrait permettre aux jeunes de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de choisir entre deux extrêmes. Et qu'il y a là, en plus, Rav Saks, c'était quand même un rabbin de Choul, ça veut dire un rabbin avec un message très, très choulnique, pour dire ça un peu bizarrement. Et je pense, enfin, ce qu'on se disait avec Judith, en plus, toutes les deux, on est enfin, je sais pas, oui, toi, tu étais EI aussi, on est des anciens EI, on entend parler du 100e qui approche et tout, alors on se dit, là, il y a quelque chose peut-être à faire. Donc, si des gens ici ont des idées, pas aujourd'hui, mais peut-être commencer un peu à faire travailler ces idées-là, comment amener les jeunes qui voient un judaïsme un petit peu sclérosé en France, comment les amener un petit peu à s'aérer l'esprit et à rentrer dans cet enseignement de Rav Saks. Un petit peu une des questions qu'on se posait en discutant avec Judith. Merci Caroline. Voilà. En effet, c'est vrai que c'était, moi aussi, c'est ce dont on avait parlé, mais la figure du Rav Saks, elle est très fédératrice. C'est ça qui était étonnant, c'est qu'il savait absolument parler à tout le monde et s'attirer le respect des juifs, des non-juifs, mais au sein de la communauté juive, des gens de tout horizon, tout en restant très clairement lui-même et dans les quatre coudées de la halakha. Il avait, c'est une force. Et c'est vrai que, comme disait Alain, cette forme de leadership, pour reprendre les termes que Rav Saks affectionne, effectivement, pour moi, c'est véritablement, on touche au cœur de l'identité juive dans ce qu'elle a de plus authentique. Et écoutez, alors effectivement, l'heure tourne et je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de votre présence. Si certains veulent encore s'exprimer, avec plaisir, on peut peut-être continuer encore 5-10 minutes. Je me suis permise de vous envoyer mon email si vous souhaitez m'envoyer des idées ou qu'on communique, parce que je n'ai pas les numéros de tout le monde, je ne sais pas vraiment qui était là, etc. Donc, n'hésitez pas, on créera sans aucun doute, je vais le faire, une sorte d'adresse mail commune. Je vais discuter aussi avec Ilan après Shabbat pour voir comment est-ce qu'on peut relier nos énergies, nos ambitions, des initiatives respectives. Et que ça continue. En ce qui me concerne, je dois vous quitter. Donc, merci à tous. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci Alain. Merci Alain. À bientôt. Merci. Bravo. Judith. Oui. Ici en direct de la rue des Lilas, à Place des Fêtes. Bonsoir à tous.
Alors, on se disait deux choses avec Carole ce soir. D'abord, que c'était génial qu'il y ait autant de monde. Moi, Traister. Oui, d'accord. Alors, non, déjà que c'était extraordinaire qu'il y ait autant de monde. Franchement, côté Zoom, je crois que on n'est plus il y a 2 ans où tout le monde se serait... voilà, mais donc déjà, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait autant de gens qui soient mobilisés. Bien sûr, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est ne serait-ce qu'avec les intervenants de ce soir, bien sûr, Alain Riveline, mais aussi les autres intervenants. Je trouve ça... je trouve ça passionnant de voir la multitude de connaissances, d'envie de partager. Et je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Caroline, qui pour moi est une des raisons pour lesquelles je suis là ce soir. Je lis, j'étudie un petit peu les enseignements de Rav Sachs, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce que le Rav Sachs porte aujourd'hui, c'est un peu ce qui a été dit par Caroline, c'est-à-dire il me semble effectivement que le Rav Sachs aujourd'hui est une porte d'entrée extraordinaire pour la jeunesse, pour notre jeunesse. Voilà. Alors, ça peut être en France. Je ne parlerai pas pour Israël, je la connais moins bien, mais effectivement, peut-être par cette voie ouverte, très respectueuse. C'est quelqu'un qui, dans tous ses écrits, a toujours un grand respect pour l'autre. C'est vrai qu'il reprend beaucoup d'enseignements quand on étudie un peu. Tout n'est pas nouveau, il est complètement ancré dans la tradition juive. Mais ce qu'il apporte, lui, parfois, c'est effectivement, on sent une grande empathie, il y a quelque chose de comme ça, d'assez sensible. Et du coup, moi, je pense que tous les projets, alors je sais pas, je sais qu'il y a des envies de faire au niveau des EI, par exemple, ne serait-ce que pour les animateurs, mais voilà, dire que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est ne serait-ce qu'avec les gens qui sont là ce soir, d'identifier, par exemple, parmi vous, les contacts que vous avez avec la jeunesse. Par où, comment, est-ce qu'il y a... On pense aux EI, mais il n'y a peut-être pas que les EI. Les EI, c'est sûr que c'est un média, enfin un moyen, un levier et un vivier extraordinaire. Mais peut-être que chacun de vous, vous êtes en contact, soit avec des communautés, soit avec des mouvements de jeunesse, soit avec peut-être d'autres, des écoles. Exactement, Carole, tu as tout à fait raison. Et du coup, même si vous n'avez pas d'idée concrète encore de ce qu'on peut faire, profitez de ces partages pour faire remonter les réseaux des uns et des autres, pour voir comment on pourrait rayonner un peu plus loin. Voilà, merci. Je vais juste ajouter un truc, ce que tu viens de dire, Anne. Je pense que cette initiative naissante, en fait, j'ai envie de lancer la chose et de voir comment elle va être acceptée. Je vais faire aucun plan sur la comète. J'ai aucune idée de comment ça va être reçu, comment ça va se passer. Par rapport à ce que c'est sur les EI, je ne sais pas si la volonté est interne. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Je suis assez bien placé pour le savoir. On verra. Pourquoi pas. Et en tout cas, ce qu'on se disait avec Judith, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit porté en tout cas par des jeunes actifs si on veut que ça fonctionne. Donc, c'est un truc qu'on peut peut-être réfléchir. Je sais qu'au niveau de l'Alliance, je vous avais dit qu'on avait eu un groupe qui s'est lancé juste après le décès du Rav Sachs, dont faisait partie la directrice de l'Alliance, et qu'il y avait une volonté de travailler justement sur les Sons in Leadership et de voir comment on pouvait porter ces enseignements dans le groupe de l'Alliance. C'est encore un autre exemple, c'est plus de l'éducation formelle, mais il y avait cette idée-là d'ouverture, de réflexion. Voilà, on avait, comme souvent après le départ de quelqu'un, de grandes ambitions, retravailler sur un livre en français, publier un autre livre en français du Rav Sachs. On s'est rendu compte de la difficulté de la tâche pour différentes raisons. Je ne les aborderai pas ici parce que ça risque d'être un peu long. Mais voilà, c'est pas simple. Moi, je pense qu'il faut avancer touche par touche, voir comment les choses vont être faites. Une fois que l'association sera lancée, je pense qu'on aura des facilités aussi en termes de financement. Ce n'est pas ce qui manque. Et il y a un intérêt véritable aujourd'hui au niveau du leadership de la communauté pour ce qu'a été le Rav Sachs. Paradoxalement, enfin, c'est peut-être souvent le cas aussi, mais son départ a créé aussi un engouement qui n'a pas encore été matérialisé. Je pense que cette initiative va pouvoir le faire. Merci Ilan, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, moi je me suis dit souvent, c'était quelque chose, j'entendais, ça va être difficile, ça va être compliqué, est-ce que les gens connaissent le Rav Sachs, etc. Je me suis dit, on ne perd rien à se lancer. Et j'ai eu raison de
j'ai eu raison de penser ainsi, puisque voilà, notre shiur de ce soir atteste de l'intérêt, pas naissant, mais de l'intérêt véritable, comme ça, qui palpite pour les écrits, les actions du Rav Sachs. Donc, eh ben, continuons, avançons. Je vais notamment avec Ilan, tenter d'enrichir joliment dans le format et dans le fond la page des Amis du Rav Sachs. On va essayer de brainstormer tous ensemble avec Anne, avec Carole, avec Caroline, avec Sarah, avec David Pasder. On va essayer de mêler voilà, toutes ces très bonnes énergies. Et concernant les EI, eh bien, bon, je me suis contentée d'échanges WhatsApp avec lui, mais Jérémy Haddad était très, très enthousiaste à l'idée d'implémenter les Sons in Leadership au sein des EI. À voir voilà, si cet enthousiasme portera ses fruits, mais en tout cas, on ne perd rien à faire notre ishtadlout, comme on dit. Après, on verra ce que tout ça donnera, mais ce premier shiur est déjà très enthousiasmant en ce qu'il dit de l'intérêt pour toutes ces initiatives. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous. Judith, juste annonce le prochain cours et qui... Tout à fait, Caroline. Alors, le prochain cours, précisément, ce sera sur la Parasha Vayechi. Ce sera Jérémy Haddad, qui est lui aussi un très grand connaisseur du Rav Sachs, qui le cite très régulièrement dans cette excellente revue qu'est l'Éclaireur. Et précisément, c'est ce qu'on se disait avec Alain et même avec Ilan. L'idée, c'est véritablement qu'il n'y ait pas ce gap entre les anciens EI qui bénéficient d'une grande qualité rédactionnelle, d'intervenants écrits ou lors de conférences à très très haut niveau, et les animateurs qui n'ont souvent, notamment dans le cadre de la page vive, pour ceux qui ont été EI. Moi, je n'ai pas été EI, mais ma fille l'est tellement que voilà, je commence à être très imprégnée. Bon, au niveau de la page vive, des fois, c'est très, 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 très léger en termes de contenu. Donc, en tout cas, cette idée d'infuser au sein des mouvements de jeunesse, eh bien, on pourra la tester la semaine prochaine avec Jérémy Haddad, et donc on aura l'occasion d'en parler. Donc, jeudi 16 décembre, ce sera Jérémy Haddad. Jeudi 30 décembre, ce sera David Pasder. Et il y aura jeudi 16, jeudi 23 décembre, je vais sauter un. Jeudi 16 décembre, Jérémy Haddad. Jeudi 23 décembre, David Pasder en Israël. Et jeudi 30 décembre, ce sera Ilan sur la Parasha Vaïra. Donc, on a déjà nos intervenants de choc pour les semaines à venir. Et dès le mois de janvier, soit on retrouvera notamment Alain qui se proposait d'intervenir régulièrement. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant de faire intervenir des personnes d'horizons différents, en France, en Israël. Je pense que ça va enrichir considérablement le propos. Prendre le défi qu'en la première semaine de 2022 déjà, on a une femme qui intervienne parce qu'on commence à truster les places, nous les hommes. Ça serait bien d'avoir une femme qui intervienne. Je dis ça, la lumière s'éteint, tu vois. Non, j'avais dit à Caroline Ilan que modestement, je me proposais d'intervenir, mais bien évidemment, je sais que voilà, de solliciter d'autres personnes. Sarah, par exemple, connaisseuse aussi des œuvres du Rav Sachs. Et elle travaille dans beaucoup de langues. Donc, on va trouver... merci pour ce souci de la parité, Ilan, tu as raison. De toute façon, c'était à l'ordre du jour. Mais nous trouverons aussi des intervenants féminines. Voilà. Merci beaucoup. Merci Judith et merci à tout le monde. Alors, voilà. je te laisse. Alors, je me permets de dire, Caroline, que si tu veux bien, et comme tu l'as accepté très gentiment et volontiers, que pour les personnes qui sont en Israël, le point d'accès à cette association naissante, ce sera Caroline Ehrlich. C'est Anna Native, le centre d'Israël. Pas de problème. Ok. Eh bien, écoutez, Shabbat Shalom à tous. Erev Tov et Shabbat Shalom. Au revoir. Merci beaucoup.
Shabbat shalom, les bye bye.